Salut tout le monde, je suis Julien Martel et bienvenue à la longue sortie. Mélanie, merci d'être à la longue sortie. On parle Quel de plaisir. nutrition aujourd'hui, puis je pense que j'ai l'experte. D'ailleurs, tu brises la glace pour les femmes sur le podcast à la longue sortie. Écoute, c'est mon karma. Les expertes québécoises sont très occupées et très en demande, je te dirais. Fait que tu es la première là, qui répond à l'appel. Fait que tu casses le fait que tout le monde pensait que c'était un boys club notre affaire, mais non, Alors, c'est pas un OK. boys club Good. finalement. Ben, je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Merci de prendre le temps, c'est super apprécié. Si on peut commencer, juste parle-nous un petit peu de ton background, d'où tu viens, comment tu t'es ramassé sur la longue sortie aujourd'hui. Écoute, eh bien, je vais faire comme les joueurs de hockey. Écoute, non. En fait, ben moi, je suis nutritionniste du sport. Donc, comment je me suis retrouvée là? Ben, c'est parce que j'avais entendu parler de la clinique via une collègue. Et puis, de fil en aiguille, ben, j'ai vu ta recherche d'inviter. Et puis, je me suis dit, ben écoute, je fais du vélo. On a un programme pour les triathlètes qui est le pouvoir de la nutrition au triathlon. C'est vraiment mon champ d'expertise. Alors, je croyais que je pouvais répondre à plusieurs questions des auditeurs. Et puis, ben mon parcours, et je dis toujours que j'ai un gène vaisselle parce que je viens d'une famille OK. d'aubergistes d'un côté, donc des auberges dans le coin de l'Estrie, puis ben, de l'autre côté des restaurateurs. Donc, veux pas chez nous, on a la vaisselle en héritage. Et puis, l'alimentation a toujours été présente. Moi, j'étais une athlète de ski alpin, équipe du Québec, développement national. Et puis, à un moment donné, j'avais lu un livre qui parlait de biochimie de la nutrition, que j'ai encore d'ailleurs, de Robert Hass, puis ça m'avait vraiment fasciné. Quand est venu le temps de choisir quoi faire, ben c'était cette envie-là de travailler dans le sport parce que bon, j'ai fait du sport, j'ai coaché, et puis la nutrition, ben chez nous, c'était toujours super important. Fait que je suis allée vers la nutrition. Puis mon parcours, ben, m'a mené à l'Université de Montréal où j'ai fait mon baccalauréat en nutrition avec Marielle Ledoux, qui était vraiment une des pionnières en nutrition sportive au Québec, au Canada. Et puis, ben, j'ai voulu poursuivre aux études supérieures, faire une maîtrise avec un projet sur la densité osseuse chez les athlètes. Et j'étais chargée de cours, comme dirait mon père, j'avais une vraie job à l'Université de Montréal. J'étais clinicienne dans le CHUM, mais j'avais toujours cet intérêt-là pour la nutrition sportive. Alors, je travaillais pour des t-shirts auprès de clubs sportifs, athlètes. Puis, de fil en aiguille, c'est arrivé que j'ai travaillé avec... j'ai été appelée à faire des tests de composition corporelle avec la gang d'Interbox. Alors, d'où mon karma de break le Big Boys Club. C'est que- Et, ouais. Mais je peux te rassurer, notre boys club était pas mal moins fort qu'Interbox, pas mal sûr. et là, ben, il y avait Eric Lucas. Et puis là, il s'en allait en camp Ouais. d'entraînement. Il m'a demandé d'aller l'accompagner, de faire à manger, etc. Alors, mon parcours a commencé comme ça. J'ai lâché ma vraie job pour partir dans le bois avec une gang de gars et m'occuper de tout ce qui était l'alimentation, la nutrition sportive, etc. Puis l'aspect aussi pivot là, de tout ce qui était l'aspect médical également, parce que comme j'avais été clinicienne, j'avais encore des contacts. Fait que ça s'est vraiment lancé comme ça, l'aventure nutrition sportive. Et puis j'ai continué pendant 20 ans à travailler avec la gang de boxeurs, plusieurs champions du monde. J'étais vraiment privilégiée. Voyager à travers le monde, là où les femmes n'étaient pas habituellement présentes dans le monde de la boxe. Là. Fait que ça aussi, c'était une première. Puis il y avait personne qui travaillait en nutrition sportive à cette époque-là dans les sports de combat, faire le poids. Fait que c'était vraiment des notions qu'il fallait développer sur le moment de OK. comment on allait gérer, arriver à faire un poids, la réhydratation après. On n'avait pas de littérature à l'époque, là, vraiment pas du tout. Alors, c'était très, très nouveau. Puis, de fil en aiguille, ben là, j'ai fondé ma compagnie en 98-2000. Et là, on fait des services de nutrition. On s'appelait ATP Nutrition à l'époque. Et puis, on a changé de nom en 2011 pour Vivaille. Et là, ben, dans le fond, notre mission, c'est vraiment d'amener toute cette expertise-là, expérience qu'on a eue auprès des athlètes d'élite. Parce que par la suite, j'ai travaillé aussi avec tous les sports amateurs
possible, à peu près, avec, tout le système canadien, donc plongeon, natation, nage synchro, j'ai fait 15 ans avec le patin de vitesse courte piste, beaucoup d'années avec le plongeon également. Et puis, ben, j'ai été, choisie pour aller aux Jeux olympiques de Turin et là, j'étais encore la première et la seule nutritionniste au sein du comité olympique canadien et ça a été, une illumination à quel point il y avait des besoins auprès des athlètes d'élite et par la suite, ben, j'ai fait 3 Jeux olympiques. Donc j'ai fait Beijing, j'ai fait Vancouver et ben, j'ai laissé ma place, pour la Russie à une collègue, Catherine Nolot, parce que j'étais avec le Canadien de Montréal à cette époque-là, pour 7 ans où j'étais encore la première nutritionniste femme. Fait que là, j'attends les expos depuis toujours. Ouais, c'est ça. Ils n'arrivent pas. Donc Ah non. c'est ça le parcours. Alors avec mon équipe de nutritionnistes, on a toujours été une petite équipe où vraiment là, on amène vraiment là, monsieur, madame, tout le monde, cette expertise-là. Donc, pas besoin quand même que les gens soient des athlètes parce que moi, je considère beaucoup de gens qu'on dirait ordinaires comme des athlètes extrêmement performants, autant dans leur vie quotidienne que dans leur sport, là. Donc, c'est ça qu'on fait maintenant avec la nutrition qui évolue, ma foi, d'année en année. On apprend tellement de choses. C'est une science qui est nouvelle, hein. La nutrition, on a Mm, découvert des vitamines dernièrement. On découvre des molécules constamment. C'est en évolution. Donc, c'est pour ça que c'est quand même fascinant. Des fois, c'est un peu lancinant à cause j'appelle les zombies qui reviennent, les notions qui reviennent, puis qui ne meurent jamais. Euh, et là, c'est décourageant parce qu'on se dit, ah, sérieusement, les gens croient encore ça, puis ça revient, pas vrai que ça revient encore. Et puis là, ah ben, j'ai ouais, le goût hein. d'être fleuriste, tu sais, mais autrement, j'adore ce que je fais. Mais tu as quand même un parcours vraiment, ben, un atypique. Tu as été quelqu'un, je pense, qui a ouvert le chemin pour plusieurs. Mais ce qui est intéressant, moi, quand je regarde ça, c'est tout ton parcours. En fait, tu sais, moi, quand je regarde ça, tu sais, mettons, d'un point de vue sportif, c'est tout ce qui est physiologie du sport, tu as touché comme à tous les systèmes d'énergie, là. Des gens qui sont vraiment, tu sais, de courte durée, des patineurs de vitesse aux athlètes de longue distance ou d'endurance. Donc, c'est vraiment un spectre complètement différent et unique, là. Oui, puis c'est des mondes uniques aussi. Donc, chaque sport a sa culture, a ses habitudes. Puis l'alimentation, tu sais, c'est ça aussi. On parle beaucoup de l'aspect scientifique, mais c'est beaucoup plus que ça. Et ça a été ce qui m'a permis, je crois, de démontrer cette importance-là auprès du système sportif canadien parce que, ben, on avait toujours des athlètes qui étaient très, très malades lorsqu'ils voyageaient. Puis l'impact de la nutrition a démontré vraiment une grande, grande différence sur les performances. Puis c'est là que les gens ont comme allumé que c'était important quand les athlètes étaient à l'étranger, l'alimentation, c'était important dans les voyages, c'était important dans la préparation des voyages. Et ça, je pense que le système de santé actuel a beaucoup à apprendre de ça si on pense simplement à la préparation à des chirurgies, à des chimiothérapies. Ou est-ce que ça, notre système de santé fait grand défaut? Oui, effectivement. Je veux dire, tu juste à aller dans un hôpital puis voir un peu ce qui est donné, c'est comme c'est hallucinant, là. Des fois, c'en est gênant. C'est ce qui est dans les cabarets des patients, là. Peu importe la maladie, peu importe la situation pour laquelle ils sont là, tu sais, à part des petites variations dans la diète, là, on se rend compte on est vraiment loin derrière dans ce qui a trait à la nutrition. Différent au niveau clinique, là, je pense. Tu sais, quand on regarde vraiment il va y avoir des choses très poussées au niveau de la nutrition clinique, là, tu sais, pour des troubles spécifiques ou pour de l'alimentation parentérale, des choses comme ça. Mais quand on regarde juste la nutrition at large, là, tu sais, les repas servis à l'hôpital aux patients, c'est comme wow, c'est hallucinant.
C'est un défi, là, c'est un défi budgétaire, etc. Mais reste qu'il y a quand même de la préparation à être fait, je pense, au niveau juste de la santé, même les chirurgies d'un jour et autres, là, c'est pas tous les patients qui sont à l'hôpital non plus. Donc, ça, je pense qu'au niveau de la nutrition, l'alimentation, c'est très, très vaste. Ça implique plusieurs aspects. Puis comme je disais toujours, moi, au comité olympique, j'avais, puis même avec le Canadien, dans toutes les équipes sportives, on a plus qu'un chapeau. On a un chapeau qui est très clinique. Donc, dans les cas, par exemple, de gastro, de justement où est-ce qu'on va avoir des déficiences alimentaires, on va avoir des troubles, des allergies, etc. Tout ce qui va être clinique, on va s'occuper de ça. On va s'occuper de tout ce qui est approvisionnement aussi. Donc, l'approvisionnement, l'environnement, s'assurer qu'on ait accès à des aliments, c'est ça aussi la nutrition, accès aux bons aliments au bon moment. Puis l'autre aspect qui est toute la périodisation, le lien avec l'entraîneur. Donc, dans la nutrition sportive, c'est tout ça. Et moi, aux étudiants, ne levez pas le nez sur la gestion alimentaire, parce que le jour où vous avez à commander des aliments, faire des choix pour un gros groupe, faut savoir faire ça aussi. Donc, les nutritionnistes sont très, très multipotentiels. Je vois ça. Ouais, c'est une facette, j'avais même pas pensé que je connaissais pas du tout, en fait. Ben c'est ça, et c'est très inconnu le travail qu'on fait, et ce que les gens voient dans les réseaux sociaux, c'est la lecture des étiquettes, des recettes. On va aussi donner des conseils, bien entendu. Mais outre ça, on voit pas vraiment tous les aspects au-delà de ça. Fait que c'est sûr que c'est très, très vaste. L'aspect pharmaco, il y a tellement de choses au niveau de la nutrition que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça se niche, ça se spécialise. Puis même moi, en tant que nutritionniste d'expérience, je suis retournée en hôpital après 20 ans dans la pandémie. Ouf! Ouf! Puis il y a des notions, c'est comme vous, les médecins spécialistes. Moi, je ne fais pas de pédiatrie, je ne ferai pas de choses extrêmement cliniques, je n'ai plus les compétences pour faire ça. Donc, quelqu'un qui n'a pas tout ce bagage-là au niveau de la nutrition et qui se dit expert, hein? On aime ça, ce mot-là. Et puis, ben, c'est ça. Donc, notre bagage, c'est quand même c'est très important en termes de, justement, les connaissances cliniques, tout l'aspect relationnel aussi, relation d'aide. On a beaucoup de formations, on a de la formation en gestion, donc, c'est très quand même complet. Notre formation, puis ça, les gens le savent pas. Quand je suis arrivée dans le système canadien sportif, les gens avaient aucune idée qu'est-ce qu'on pouvait faire comme nutritionniste. Et puis, ben, grâce à l'ouverture du patin de vitesse, puis aussi, j'ai pu démontrer ça. Puis aujourd'hui, c'est une lignée de nutritionnistes qui est partout au Canada avec les équipes sportives. Fait que je suis vraiment, vraiment contente de ça. Fait que je suis contente aussi de pouvoir expliquer ça aux gens, qu'est-ce que fait une nutritionniste sport. Ouais, c'est vaste en tabarouette, puis je pense que c'est hyper compliqué, c'est très spécifique au sport, spécifique à plein de choses. Tu m'as piqué une curiosité par rapport à ce que tu disais sur, tu sais, quand les athlètes voyagent, la prévention des infections, le rôle de la nutrition dans tout ça. Explique-moi un peu ce qui a été fait là-dedans, comment ça fonctionne. Ben, en fait, l'anecdote, c'est beaucoup, ça avait commencé avec le plongeon, où est-ce que chaque fois que les plongeurs allaient en Asie, ils avaient soit des infections des voies supérieures, des Ouais. respiratoires supérieures, des grippes, etc., etc., ou des gastro. Donc, il y avait une perte de poids, manque de sommeil, perte d'énergie. C'est sûr que j'avais des athlètes qui disaient ouh, j'ai perdu du poids, mais c'était jamais le bon poids perdu. Non, c'est ça. Fait que ça, c'était une chose. Donc, les compétitions en Asie, c'était toujours très problématique. Même chose avec la paternité courte piste. Donc, on avait établi vraiment un protocole. Puis l'alimentation, ben c'est sûr, c'était de s'assurer que quand on arrivait sur place, on contrôlait au niveau de l'hygiène, la salubrité, on contrôlait au niveau de l'apport énergétique, que c'était suffisant, puis contrôler justement l'apport protéique, s'assurer que c'était des aliments qui étaient aussi pas à risque d'avoir de créer Ouais. des infections, mais c'était juste de fournir souvent suffisamment d'aliments au bon moment. Puis moi, ce que j'ai fait, on était en Corée, et puis
tu sais, on est tributaire de ce que l'événement va fournir souvent. Fait que ça aussi, l'évaluation de ce qui est fourni. Quand je disais on est là pour évaluer l'offre alimentaire, c'est ça aussi. Donc, quand l'offre alimentaire est déficiente, ben, c'est nos athlètes qui... puis ça, on le voit dans tous les événements. Là, ça fait partie de notre travail avec monsieur, madame, tout le monde. Tu t'en vas faire un triathlon à Muskoka ou tu t'en vas en Floride. La température, qu'est-ce qui va être disponible, qu'est-ce que tu peux apporter en voyage. C'est tous des éléments qu'on doit s'assurer de valider avant. Donc, c'est la même chose pour les athlètes. Et là, moi, j'avais une carte de... Les aliments offerts étaient en quantité tellement minime, c'était extrêmement cher. Les athlètes avaient faim. Ils venaient... moi, j'avais toujours de la bouffe dans ma chambre. Ils venaient cogner à ma porte. Mais on a faim, on a faim. Là, j'ai dit, OK, j'ai une carte de Costco. Il y a un Costco. Trouvez-moi un taxi. Je suis allée faire une épicerie au Costco à Séoul. Je suis revenue. J'ai pris toutes les chambres de l'étage et là, j'ai fait à manger pour les athlètes toute la semaine dans ma petite chambre Ikea de 12 par 12. J'avais installé des boîtes de carton dans... Jean-Lambert s'en rappelle, c'est sûr. On est dans le corridor, puis le déjeuner, le dîner. Puis là, j'avais des collations, puis je faisais des pâtes, puis j'avais trouvé... Il était tellement heureux aussi d'avoir des aliments connus. Ça, c'est aussi une partie de l'alimentation que, après, personne n'avait été malade dans ce voyage-là, puis on avait gagné des médailles, puis ça avait été merveilleux. Moi, j'avais travaillé vraiment fort. Mais c'est fou, pareil, Mélanie, là, tu sais, quand tu y penses, t'es dans des compétitions internationales, puis faut que tu ailles faire l'épicerie au Costco, puis tu nourrisses le monde Moi, ça me fait capoter entendre cette histoire-là, là. Il y a quand même plus de 10 ans, là. Ah, mais ça fait pas 50 ans. Ça fait pas 50 ans, ça fait juste 10 ans. Mais non, écoute, ouais, c'est pire que ça, là. Beijing, 2008, j'ai Priscilla Lopes, OK, de 200 mètres haies, 100 mètres, centimètres haies. Il vient cogner à ma porte la veille de sa médaille d'argent. Vas-tu faire une sandwich? Je suis comme, pardon, je peux pas manger? Écoute, je suis là à préparer des sandwichs pour le softball féminin, puis là, ça cogne à ma porte. Mais des sports comme ça, tous les nutritionnistes en ont, là. Tu sais, j'en ai plein, là. Fait que c'est autant quelque chose qui est tellement quotidien, autant quelque chose que des fois, on va laisser pour compte parce qu'il y a d'autres facteurs qui viennent prendre le dessus. Puis ça se transpose très, très bien dans notre vie, de tous les sportifs, de tous les gens qui font des longues sorties. Parce que des moments comme ça, ben, on va être malade, on va avoir des sorties, on va avoir des vacances, on va avoir des super gros booms de travail où est-ce qu'on va être archi stressé. Fait que tout ça, ça se transpose. Donc, moi, c'est pour ça que je dis que les gens, ben, quand vient le temps de parler des besoins, des différents types d'alimentation, ben, on les traite comme les athlètes. C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que c'est les mêmes concepts qui vont s'appliquer dans une dynamique différente, mais ça reste quand même tout à fait valide, là. Puis, tu sais, quand on revient un petit peu à bon, ce qu'il y a avec les athlètes, puis où on s'en va avec, tu sais, puis qu'est-ce qu'il y a des choses un peu plus particulières à faire avec la nutrition sportive. Quand on ouvre les réseaux sociaux, on regarde un peu n'importe quoi, tu sais, qui est disponible, j'ai l'impression qu'à tous les jours, il y a un nouveau supplément miracle, une nouvelle diète miracle, une nouvelle façon de manger qu'on devrait juste faire, sinon on est complètement off. Tu dois faire un peu des boutons quand tu entends ça? Ben, comme j'ai dit, j'ai souvent voulu lâcher, là. Puis, vraiment. Parce qu'en plus, c'est ça, c'est que c'est des choses qui reviennent, puis il y a des notions qu'on a déjà entendues. Puis la base, ça reste, tu on mange des aliments pour se nourrir, pour faire nos activités quotidiennes. Les aliments, c'est la base de ce qui va se transformer puis nous fournir de l'énergie, des kilocalories, des calories. Et, tu sais, là, c'est transformé, bien sûr, en nutriments. On parle beaucoup des nutriments, mais les aliments, c'est des nutriments. Donc, mais les nutriments, c'est d'abord et avant tout des aliments. On mange pas des nutriments, on mange des aliments. Ça, on le dit toujours. Puis là, c'est rendu que, justement, avec les réseaux sociaux, avec l'accessibilité à l'information et la distorsion d'information, Ouais. puis ce qu'on appelle aussi le chaos, parce qu'il y en a tellement, ben, on ne sait plus.
c'est comme si la base, puis les notions qui fonctionnent sont pas assez sexy, trop plates, qu'on doit aller utiliser un langage biochimique, un langage physiologique, qui, dans le fond, peut être très, très simple. Fait que oui, quand je mange, je vais transformer ça en nutriments, en protéines, en glucides, en lipides, qu'on appelle les macronutriments. Je vais avoir les micronutriments qui sont, eux, ne fournissent pas d'énergie, qui sont les vitamines, les minéraux, les éléments phytochimiques, ceux qu'on commence à nommer davantage, qui sont super sexy. Après ça, Mais on s'entend pour revenir un peu au macro, là, qui reste quand même un peu la base. Là. Euh, on entend un peu aussi n'importe quoi là, dans juste la composition d'une diète. À ta connaissance, est-ce qu'il y en a une? Mettons qu'on prend quelqu'un, souvent, je vais avoir moi, des patients qui viennent là, pour perdre de poids, on va dire. Est-ce qu'à ta connaissance, il y a une diète, n'importe quelle, qui est meilleure qu'une autre pour perdre du poids ou pour maintenir cette perte de poids-là? non, Mais, mais pourtant, c'est pas ça qu'on voit partout, hein? parce que c'est payant. C'est ce qui est le plus payant. Là, c'est une industrie de billions de dollars. Et puis, tu sais, ce qui fonctionne, c'est ce qui va fonctionner pour la personne. C'est ce que la personne va être capable de maintenir à long terme. Et selon moi, c'est ce qui va donner justement euh, à la personne la possibilité d'être le plus en santé pour le plus longtemps possible. Fait que c'est sûr que ça, c'est l'idéal. Puis pour la perte de poids, ben, c'est sûr que on a des façons d'amener le corps en déséquilibre énergétique pour que justement il laisse aller un peu de son tissu adipeux. Le problème qu'on voit beaucoup, c'est que la plupart des diètes vont faire en sorte que les gens vont perdre beaucoup de masse maigre également. Euh, Souvent très rapidement, ou vont carrément se déshydrater, ou on va carrément utiliser la, la mise en réserve d'eau, hein, des glucides sous forme de Ouais, glycogène dans les muscles. Fait que ouais. tout ça, c'est des où on va utiliser des stratégies pour manger moins. On va couper des heures. Donc, en fait, la plupart des diètes sont des stratégies pour manger moins de calories. Et c'est ce qui finit par être démontré. Donc, peu importe. Si moi, je te dis, OK, prends, tu sais, je peux te faire une diète avec une terminologie vélo, avec une terminologie hockey, là, 3 pucks de hockey, mets-moi une palette de ça, puis, dans ton assiette, regarde ça de même, là. Ça, c'est la diète hockey, tu sais. D'avoir des références, tu sais, comme ça, visuelles, ça peut être assez pour qu'une personne se mette à perdre du poids et dire, hey, j'ai trouvé la recette miracle. Je pense que tu apportes comme point, c'est un, les choix de diète puis de composition. Comment tu fais pour aller chercher tes macros va être très variable d'un individu à l'autre. Tu sais, il y en a chez qui en fait, ce que tu as mentionné, c'est ça, c'est comme les trois grands mécanismes pour causer un déficit calorique d'une certaine façon. Tu sais, des restrictions alimentaires, des restrictions temporelles, des restrictions caloriques globales. Puis chaque stratégie est pas bonne ou mauvaise, et dépend vraiment de ce qui est le mieux pour la personne. Mais encore là, tu sais, puis on voit là, tu sais, des médecins là, tu sais, qui vont dire que non, 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 tu sais, c'est pas juste une question de déséquilibre énergétique si on veut perdre du poids. Il y a quelque chose de magique qui se passe là, quand tu es dans des diètes cétogènes qui fait que tu perds plus de gras ou des choses comme ça. Mais tu regardes toute la littérature là-dessus, puis au final, c'est le déficit calorique. Je veux dire, tu peux pas juste comme faire disparaître de la masse comme ça si tu n'es pas en déficit énergétique quelconque. Puis les gens confondent souvent la masse perdue versus la masse adipeuse perdue. Comme tu disais, quand il y a une perte de glycogène, il y a une perte d'eau, etc., ils vont dire: Ah, mais ça marche par plus de poids. Oui, mais ce qu'on veut, c'est une meilleure composition corporelle. Ce n'est pas nécessairement perdre du poids en tant que tel. Là. Exact. Exact. Puis pour la composition corporelle, c'est sûr que c'est des choses qui se font souvent à moyen, long terme, mais c'est ça qui est difficile pour les gens parce que on a tendance à penser que
Une prise de poids, ça se fait souvent graduellement, sur une longue période de temps, mais on voudrait que ça se perde immédiatement parce que, hein, on veut que ce soit rapide. Alors que la prise de poids, elle a été très lente et constante souvent et le corps, lui, s'adapte. Une des choses que je dis toujours à tout le monde, c'est le corps s'adapte. Alors, il s'adapte au poids qui a augmenté. Il va maintenir, il va être bien. Il va être heureux d'être content à ce poids-là. Alors, l'amener à descendre de façon drastique, il y a des chances qu'il veulent retourner à son état d'homéostasie heureuse. Et c'est ça que les gens comprennent pas, que de le faire, et les études le démontrent, que si la perte de poids, elle est lente, progressive, constante, ben souvent la capacité de maintenir cette perte-là est plus, l'outcome est meilleur. Donc, ça, c'est sûr que l'être humain aime la gratification rapide. Donc, ça, c'est sûr que ça va contre la nature de faire ça, mais c'est la façon de le faire pour justement amener le corps tranquillement, pas vite, à aimer le nouveau poids auquel il sera, si on veut. Moi, j'aime ça l'expliquer comme ça. Je trouve ça simple. C'est comme le corps, il aime maintenir sa température corporelle, son pH, sa glycémie. Il aime maintenir la stabilité. Donc, quand on dit Ouais. perte de poids, c'est changer l'état de stabilité du corps. Et pour faire ça, ben, si vous mettez, c'est sûr que là, hein, on voit plein de stratégies, là. J'allais parler Ouais. de mon calorifère, de la température du thermostat. Fait que c'est baisser le thermostat. Fait que c'est sûr que si je fais des baisses drastiques de température, ça va amener mon corps en choc. Euh, Fait que c'est un peu ce qu'on voit là, avec les cold plunge et tout ça. Là. Les gens cherchent à faire ça. OK, mais en bout de ligne, là, ça reste un déficit énergétique sur un moyen long terme. Puis il faut que ce soit maintenu. Puis il ne faut pas que ça nuise à l'état de santé de la personne, autant à son état de santé psychologique que son état de santé physiologique. Et ça, c'est un aspect de l'alimentation qui est super important, qui est mis de l'avant énormément, beaucoup plus qu'avant. Et c'est tout l'aspect de, justement, l'image corporelle, etc. Puis c'est deux choses totalement séparées, le poids puis l'image corporelle, mais reste que sont quand même interreliés là, au niveau de la société, ça c'est sûr. Ouais, parce qu'il y a quand même une certaine. Je dirais qu'il y a un petit peu de confusion là, tu sais, entre le surpoids et l'image corporelle, tu sais, qui est, comme tu dis, qui est deux choses différentes. Tu sais. Il y a comme une espèce de discours que j'aime moins qui est avoir un surpoids, c'est être en santé, qui est complètement différent de dire je suis bien avec mon corps, mon image corporelle, je suis correct avec ça, puis je travaille d'une façon ou d'une autre à la maintenir ou à l'améliorer, ou peu importe. Tu sais, c'est comme un discours qui est comme vraiment poussé ces temps-ci, qui est comme, ben, tu sais, d'avoir un gros surpoids, là, c'est correct, tu sais, puis je suis en santé quand même. Mais je pense qu'il y a une grosse confusion là-dedans, là, puis c'est super difficile de venir après ça défaire ça, puis dire, ben non, regarde, les chiffres, là, c'est clair, là. Si tu as une composition corporelle qui est vraiment anormale, avec une grosse masse adipeuse, ton risque de cancer augmente, de maladies métaboliques, risque cardiovasculaire, dépression, name it. Mais ça, on dirait que les gens ne veulent pas l'entendre. C'est comment tu approches ça avec tes patients ou les gens que tu conseilles? C'est plus une question facile à aborder, même pour nous. Euh, Oui, puis tu sais, je fais vraiment aussi, je transpose ça au niveau du monde du sport, là. Les coachs, soit qui font des gaffes épouvantables en parlant de poids, les trainers, c'est tout puis n'importe quoi. Quand vient le temps de parler de poids, on fait couper on en parlait là, des macros. Fait qu'on va couper des groupes d'aliments carrément, on va couper des macros carrément, on va éliminer des aliments, et tout ça pour X, Y raisons qui sont plus ou moins valables, que ce soit la santé digestive ou autre. Euh, et puis là, on coupe tout ça. Ou de l'autre côté, on n'ose plus adresser aucunement la partie du foie parce qu'on a peur de faire des gaffes. Fait que c'est sûr ouais. qu'il y a tout l'aspect de la diversité corporelle. Puis je pense que ça a sa place parce que, Mhm. oui, moi j'aime amener l'exemple des chiens. J'aime les chiens. Je me dis, il y a pas un petit pitou pareil. Puis la beauté de la chose, c'est si vous allez dans un parc à chiens,
Ben, le petit chien aux grandes oreilles, aux petites pattes, ben, il va pas dire au grand chien grandes pattes, poilu, frisé, c'est bien drôle, toi. Il va y sentir là derrière, puis il va demander où est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il a fait, whatever qu'ils se disent quand ils font l'analyse de l'autre chien. Mais c'est ça. Puis fait que quand je donne des conférences dans les écoles, moi, c'est ça, je dis, écoutez, là, c'est ça. Il y a tout dans tout, puis les corps sont tous différents. C'est 70%, je pense qu'on est la génétique. Une grosse partie, oui. Une grosse partie qui est 70% de la génétique. Donc là, en quelque part, là, c'est OK. Fait qu'on a une marge de manœuvre sur 30%, et ce 30%-là devrait viser, oui, la santé. Et non, je ne pense pas que d'avoir un extrême surpoids est aussi quelque chose de santé, là. Donc, tu sais, il y a une marge de manœuvre Mhm. qu'on a, puis je pense qu'il ne faut pas laisser aller ça, surtout si on est conscient de notre bagage génétique, sans Ouais, tomber dans l'extrême, à vouloir aller contre sa génétique, mais en gardant l'œil sur les facteurs de santé, qui sont c'est quand ça. même le taux de taille, qui sont quand même les lipides sanguins. Bon, c'est sûr qu'on va se spécifier là, rendu là, mais on a quand même des notions. On sait que la diète méditerranéenne, l'approche méditerranéenne, c'est une belle approche pour la santé, qu'on soit sportif ou pas. On sait que d'ajouter davantage de légumes, de fruits à notre diète, surtout les légumes, de varier les couleurs pour aller chercher le plus d'éléments phytochimiques possible, le plus de nutriments possible. C'est une autre clé pour la santé. C'est une autre clé pour la performance également. On sait que d'avoir des protéines qui sont bien réparties à chaque repas ou acte alimentaire, si on veut, occasion alimentaire, que ce soit que si je mange 6 fois par jour, 3 fois par jour, si je mange de nuit, de jour, l'occasion alimentaire, si elle comprend une source, des aliments qui sont source de protéines, on sait que ça va être aidant pour la satiété, pour se sentir rassasié, euh, et pour la digestion, pour toute la santé. Donc ça, c'est des choses que l'on sait et sont faciles à appliquer dans notre quotidien. Donc ça, c'est des stratégies hyper simples pour justement amener des changements. Fait que tout ça, c'est des choses qu'on sait. Donc, plus de poissons si on n'est pas végétarien, euh, d'avoir des bons gras de différentes sources, avoir des fibres le plus possible, des fibres alimentaires. Lorsqu'on mange plus de végétaux, on a plus de fibres alimentaires, le moins de produits transformés autant que possible. C'est également une clé. Et c'est pour ça qu'on dit cuisiner davantage. Prenez Mm. le temps. Le temps. Moi, là, quand j'entends sur les réseaux sociaux, euh, ça, c'est absorbé plus vite que ça, tu devrais manger ça à tant de temps, puis là, prends cette poudre de protéines-là parce que là, elle est ISO, puis là, à un moment donné, je suis comme, oh, oh, attendez, là, puis là, on est rendu dans le IV, là. Ouais. Bon, ça, c'est un autre sujet. Non, je sais, là, parle-moi pas, Mais là. Ça, je veux Mais dire, c'est. exact, mais c'est en quelque part, attendez, là, la nutrition, c'est d'abord et avant tout un système digestif. Moi, je dis toujours Ouais. qu'on est comme des plombiers. On s'occupe des boyaux, OK. de la bouche à Ouais. l'anus. Ouais. Tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Moi, je disais ça avec les boxeurs. Je m'occupe de tout ce qui rentre, tout ce qui sort. C'est ça, la nutrition, ça commence dans la bouche. Donc, de prendre le Ouais. temps de mastiquer, de goûter, d'évaluer. Puis ça, c'est tout le mouvement d'alimentation intuitive. Puis ça me peine parce que je me dis, sérieusement, faut, on est rendu à devoir remontrer aux gens qu'est-ce que c'est que d'évaluer un aliment, notre faim et notre satiété. Des choses primaires qu'un enfant fait instinctivement. Mais, mais c'est comme si tout est tellement rapide, fast-pace, un reel, un ci, un ça, un scroll. Tu sais, là, tu sais, c'est comme tu veux quelque chose en 5 secondes qui règle un problème qui est un résultat d'un comportement déficient sur 20 ans. Tu sais, ça arrive pas, là. Je veux dire, ça arrive pas. Puis, tu sais, même, tu
sais, puis là, tu sais, puis même si c'est un gros sujet, tu sais, veux pas, tu sais, je me fais questionner énormément sur tous les médicaments pour la perte de poids, que ce soit le Contrave, l'Ozempic, name it, OK? Mais tu sais qu'il y a un gros discours présentement que, puis by the way, tu sais, chez certains, c'est un très bon choix, là, OK? Je dis pas que c'est pas, tu sais, chaque situation est différente, mais il y a un gros discours présentement là, qui est poussé, qui est la société dans laquelle on vit fait en sorte que dans le fond, on est obligé, tout le monde, d'être sur des médicaments comme l'Ozempic parce que on est sédentaire, on est stressé, notre travail est rendu comme ça, on bouge moins. Donc, la société fait qu'on est rendu comme ça. Donc, on devrait, dans le fond, arrêter de se battre avec changer des comportements puis avoir des habitudes de vie saines. On devrait tous être sur l'Ozempic. Puis ça, là, c'est poussé par des médecins spécialisés en perte de poids. Je te jure. Je te jure, ça pousse. Puis, tu sais, puis là, le monde s'ostine là-dessus. Puis, je suis comme, on est-tu vraiment en train de jaser de ça? Je veux dire, attends une minute, là. Ça. C'est. Moi, je tombais en bas de ma chaise. Tu sais, quand je suis allé lire après ça, je regardais les commentaires des gens, tu sais, suite à des posts de même. J'étais comme, mon Dieu, le monde va dire c'est n'importe quoi. Non, non, non. Pas tout. Plein d'experts là, qui se penchent et disent non, ça fait bien du sens ce qu'on dit là. Ça fait bien du sens. Tout le monde devrait être là-dessus, toute leur vie. Non. Ouais, c'est traumatisant, absolument. Ouais. C'est traumatisant, puis c'est un peu l'aspect où est-ce que d'un côté, on veut, on a un discours de clean eating, d'essayer de trouver les aliments miracles, les super aliments, toujours d'un côté, puis d'un autre côté où est-ce qu'on dit, ah ben non, on va juste prendre des pilules. Fait qu'on est dans un monde d'extrême, absolument. Fait que Ouais. moi, je suis comme dans Le Seigneur des Anneaux et je cherche la terre du milieu. Je sais pas, c'est ça quelque part. Écoute, c'est vraiment, je pense que je vais inventer une nouvelle diète. Ça va être la diète du milieu. Ben, à date, c'est déjà plus sexy que du whole food. Déjà, la diète du milieu, ça, tu sais, je peux voir où ça peut aller, ça. Ça peut être pas pire, je pense. Je t'invite à regarder vraiment, parce qu'on parle des diètes, puis je te parlais des zombies qui reviennent tout le temps, là, puis c'est vraiment ça. Puis il y a eu des reportages quand même sur ça, mais vraiment, les diètes, c'est souvent quelque chose des notions qui sont reprises. Puis je pense que le collègue, là, Bernard Lavallée, a fait quelque chose là-dessus, là, où est-ce qu'on monte vraiment dans les années 50, puis même avant, les choses qui étaient proposées aux gens pour perdre du poids, et on n'invente rien. Reprend des vieilles affaires des années 50 qui n'ont pas marché jadis, qui marcheront pas aujourd'hui, puis qui marcheront pas demain. Mais vraiment, on est un animal qui ne veut pas comprendre comme humain. Je pense que c'est simplement ça. Parce que, tu sais, moi, j'ai un reportage qui m'avait tellement marqué à l'époque, c'est CBC Marketplace, ça s'appelait Diet Confidential, et il expliquait comment le marketing arrive à vendre une nouvelle diète en 10 étapes. Il expliquait les 10 étapes extrêmement claires. On trouve une sommité, on trouve un bel endroit dans le monde, on lui met un sarrau, s'il n'y en a pas déjà, on vend le livre avant même qu'il soit écrit avec la diète, on fait des entrevues auprès des différents talk shows, on vend le livre et la diète. Puis ça a été fait pour Scarsdale, toutes les diètes là, qu'on a eues là, passées dans les 15 dernières années. C'est un principe marketing bien connu pour vendre une mode alimentaire, une tendance alimentaire. Et là, à gober ça à chaque fois. Montignac avait le même C'est vrai. écrit, 10 versions avec un chapitre de différent. C'est fou, hein? Mais c'est ça, quand tu regardes ça, c'est tellement tough, tu sais, pour quelqu'un qui. Parce que, tu sais, faut pas confondre, tu sais, c'est sûr que quand on parle comme ça a l'air hyper simple, tu sais, avoir un mode de vie sain, puis avoir une diète équilibrée. Tu sais, c'est. Puis quand tu y penses, c'est simple. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mais implémenter ça, c'est là que c'est compliqué. C'est pas parce que quelque chose est simple à conceptualiser qui est facile à implémenter.
Parce que, ben, sinon, je veux dire, tout le monde serait top shape, là, tu sais. Je veux dire, on n'aurait pas besoin de nutritionniste, on n'a pas besoin de médecin. Je veux dire, la plupart du monde le ferait. Fait que, tu sais, les changements de comportement restent quelque chose qui est hyper difficile. Je trouve que c'est d'autant plus difficile lorsqu'on a des opinions si divergentes. Tu sais, d'un côté, je te donne un exemple. Tu sais, tu as un côté, on va dire, ceux qui sont très pro-vegan, puis tu as l'autre côté qui est diète carnivore. Tu sais, tu as deux opposés qui ne pourraient pas être plus opposés, mais les deux sont certains de détenir la science exacte. Les deux parties ont des experts réputés de chaque côté. Les deux vont dire que c'est ça la meilleure affaire à faire au monde. Puis là, tu sais, t'es quelqu'un, tu sais, qui est entre les deux puis qui se dit: «Ouais, moi, là, j'essaie de me mettre en forme, j'essaie de perdre du poids». On dirait que tu es comme confronté à choisir un camp. Tu sais, il faut que tu sois pro à une affaire. Tu peux pas être comme dans la diète du milieu, justement. Suivez-moi! Je vais vous rejoindre dans le monde du milieu, s'il vous plaît. Mais, tu sais, je pense que par contre, au niveau carnivore, là, ça a été quand même démontré. Puis d'un autre côté, je pense qu'il faut être un petit peu irresponsable que de penser que c'est la voie parce que au point de vue environnemental, c'est pas soutenable avec la population. Donc, ça, je pense que c'est démontré. Moi, l'Amazonie qui se meurt pour qu'on y mette du bétail, je pense que c'est euh, un élément qu'on on peut pas négliger les réchauffements climatiques, ça en fait partie. C'est une des choses, je pense que c'est un des éléments qui va aussi convaincre des gens de végétaliser leur alimentation. Ça veut pas dire être végane, parce que c'est pas parce qu'on est végane qu'on est santé non plus. Il y a eu de la scrap qui s'est fait. L'industrie alimentaire a vu une opportunité, n'est-ce pas? Et a glissé à travers le véganisme beaucoup de scrap. Très riche en sodium, très riche en huile de palme. Il y a, il y a beaucoup de choses de pas bon aussi dans tout. Fait que, tu sais, il y a toujours deux côtés de médaille, puis dans une assiette, il y a deux côtés, puis il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a la cuillère, la fourchette, les ustensiles. Fait que c'est toujours multifactoriel quand on parle d'alimentation. Je pense que oui, on doit tendre vers une alimentation plus végétale. Ça, c'est clair. De là à complètement être végane, je pense que c'est un choix éthique et personnel à ce moment-là. Mais reste qu'au niveau de la santé, ça a été quand même démontré là, que l'alimentation beaucoup plus végétale va avoir un impact. Puis c'est sûr que la consommation de viande extrême, peut-être que quelqu'un aussi a plus de facilité aussi à digérer un que l'autre. Puis faut pas oublier que la digestion est quelque chose qui évolue dans le temps. Tu sais, l'alimentation, ça évolue dans les saisons, dans le temps, euh, et en fonction des différentes activités, des différentes situations de vie. Fait que c'est pour ça que, comme nutritionniste, les gens me disent: ah, on va voir la nutritionniste une fois, puis c'est fini. Attends, là, notre alimentation change, puis encore plus davantage nous ici avec les saisons, avec l'offre alimentaire qui varie beaucoup. Donc, quand vient le temps de faire justement une stratégie alimentaire, que ce soit peu importe l'objectif, si c'est d'améliorer mes performances, si c'est de mieux dormir, si c'est peu importe l'objectif que j'ai, ben il faut que ce soit quelque chose qui se fait sur le moyen long terme parce que ça change. Puis le fait, tu sais, on sait que la clé, une des clés, c'est la constance. Fait que souvent, les gens, ils ont des bonnes connaissances, ils vont être capables de faire des bons choix, mais la clé, c'est souvent la constance. Puis ce qu'il faut, c'est, avant d'optimiser, si on parle un peu de nutrition aussi, de performance, bien, avant, avant d'optimiser, il faut standardiser. Faut commencer par la base. Puis, ben, en bonne société que nous sommes, on a tendance à vouloir commencer par le haut, par Mm. la poudre de perlimpinpin, en pensant que ça va améliorer la base. Donc, il faut partir d'où on est, puis il faut prendre en considération notre historique. Puis d'ailleurs, quand j'ai des clients, souvent ils me disent: mais tu poses donc bien de questions. Ben, ça fait 20 ans que vous mangez, que vous avez différents types d'activités. Puis souvent même, tu sais, prendre en compte les voyages. Avez-vous été en voyage? Avez-vous été super malade à un moment donné? Et combien de fois je trouve des problématiques issues suite à des voyages? Parce que ça a affecté le système digestif, ça a affecté X, Y, Z. Un trauma.
un événement, un deuil, tout ça va jouer sur le système digestif. Fait que quand je dis qu'on est des plombiers, mais c'est Ouais. ça aussi. Donc, tu sais, le type d'alimentation, on est beaucoup dans les extrêmes, on est beaucoup dans la recherche de la solution magique, c'est sûr. Puis la clé reste quand même dans la constance d'une alimentation qui fonctionne pour nous. Puis c'est sûr que autant la génétique joue sur la composition corporelle, petit bas, grand bras, cheveux bruns, yeux bruns, grosse Mhm. cuisse, petite cuisse, hein. Donc, ça joue aussi sur notre capacité de digérer et métaboliser les aliments. Puis ça, on le voit de plus en plus. Je pense pas que c'est super documenté d'un point de vue scientifique, mais parce que j'ai pas vu rien là-dessus, mais moi, j'aime à imager ça comme il y en a qui ont une plus grande facilité à digérer, métaboliser les aliments riches en protéines, en Mhm. gras, et d'autres plus en glucides. C'est difficile à mesurer, il faudrait que tout le monde fasse des tests métaboliques, là, mais c'est vrai. Les gens sont pas fous quand ils disent moi, crème, quand je mange ça, ça me fait pas. Quand je mange ça, c'est plus facile. Fait que moi, je dis toujours, ben, vous êtes soit foie ou pancréas. Et c'est vrai, c'est vrai que tu sais, chacun, tu sais, c'est encore là, tu sais, quand on va plus vers une médecine ou une approche personnalisée, Mhm. tu sais, oui, les principes de base, je pense, sont vrais pour la majorité des gens, mais il y a quand même des exceptions. Tu sais, il y en a chez qui il y a des intolérances alimentaires, il y en a chez qui ils ont. Ouais. C'est de plus, tu sais, avant, c'était un peu traité comme de la folie, là, tu sais, il y en a qui disaient, ah, tu sais, quand je mange telle chose, j'ai plus de flare-up inflammatoires, de maladies auto-immunes, de maladies inflammatoires chroniques, c'est pire. Mhm. C'est un peu comme traiter un peu, ben, non, tu sais, ça n'a aucun lien. Mais tu sais, de plus en Non. plus, la science est en train de retourner là-dessus, là, dans le sens qu'il y a quand même pas mal d'études en cours qui regardent justement l'impact nutritionnel sur la modulation immunitaire, inflammatoire, puis il y a un impact clair, puis c'est très différent d'une personne à l'autre aussi. Est-ce que tu es appelé, toi, des fois, dans ta pratique, de exemple, des gens qui ont des maladies auto-immunes, inflammatoires, de les conseiller au niveau de la nutrition ou d'essayer des types de diètes particulières qui peuvent aider ça? C'est sûr que la diète a un impact sur quand même pas mal tout. On veut pas, Ouais. c'est ce qui nous nourrit. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, tu sais, ce qui est non négligeable aussi, c'est l'aspect environnemental de nos aliments. Donc, avec quoi ils ont été push-poutés. Les Ouais. pesticides et tout ça. Tu sais que moi, j'ai tout le temps dit que ça va faire comme la cigarette à un moment donné, on va se rendre compte quand on s'est fait passer tellement d'affaires. Puis c'était bon la cigarette il y a 40 ans, là, les médecins fumaient puis ils recommandaient ça, tu sais, aux gens, là. Donc là, c'est sûr qu'on va se rendre compte qu'il y a eu tellement de choses qui ont été mises dans nos aliments qui étaient tellement mauvais pour la santé, puis que ça a été caché. C'est sûr qu'il y en a des choses comme ça, là. C'est l'histoire de l'humanité. Donc, le facteur environnemental, quand j'ai écrit mon livre Nutrition pendant et après la grossesse, par nutrition pendant et après la grossesse, on avait monté tout un dossier sur les perturbateurs hormonaux. Puis, en toute honnêteté, j'ai eu peur d'en parler à l'époque. C'était en 2011. Puis, honnêtement, ça faisait peur. Et ça devrait faire peur parce que c'est un élément, mais ça, c'est comme les réchauffements climatiques. C'est des choses dont on parle peu, puis pourtant, c'est là. Puis on va en voir les conséquences, ça vient de l'alimentation. Mais on n'a pas beaucoup, beaucoup de données probantes. La science est souvent tellement en retard. Puis ça, on l'a vu avec les sports, on le voit avec toutes les études qui sont pas chez les femmes. On n'avait pas de données. Toutes les études en nutrition sportive sont faites avec le jeune homme entre 18 et 22 ans qui est dans une université américaine. Ça, c'était notre public. C'était nos sujets, nos N, là, en sciences, nutrition sportive, c'est le jeune étudiant de 18-22 ans dans l'université américaine. C'était ça pendant des années. Alors, c'est sûr que là, ça commence à évoluer, l'aspect de tout ce qui est justement la science, la femme dans l'activité physique, c'est un champ d'expertise qui se développe, qui est fascinant. D'un autre côté, on va avoir, il y a des champs d'expertise comme ça qui se développent,
qui sont très, très importants. Fait que l'aspect environnemental, ça reste un aspect de la digestion. Fait que c'est sûr qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de triggers qui viennent des aliments qui vont causer des troubles, que ce soit cutanés, que ce soit inflammatoires, euh, cognitifs même. Il y a des gens qui se sentent pas bien après avoir mangé telle chose. Fait que ça, on en a de plus en plus. Il faut être à l'affût de ça, puis je pense pas qu'il faut dénigrer les gens qui ont des symptômes. Tu sais, si je mange quelque chose puis ça me pique vraiment ou j'ai un rash d'eczéma, ben ça se peut que le dermatologue dise non, il n'y a pas d'études, ça c'est pas démontré, non, 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 on en a peut-être juste pas assez. Il faut que les gens comprennent, hein, tu sais, c'est dur de faire des projets de recherche. Ouais. Surtout quand t'as pas un médicament à vendre au bout. Quand t'as pas de médicaments, quand t'as pas de subvention, là, à l'époque, moi, j'aurais bien voulu faire un doctorat, là. Il y avait zéro subvention, là, en nutrition sportive, là. C'est comme non. Mais tu as raison, tu sais, puis je pense une des raisons pourquoi il n'y a jamais rien qui est tranché, tu sais, quand tu regardes des études en nutrition, justement, pour le type de diète, c'est que le monde ne réalise pas à quel point c'est impossible de faire une étude comme ça. Tu sais, tu peux pas randomiser du monde, ben, tu peux même, first, tu peux pas y randomiser vraiment parce que, je veux dire, ils vont savoir ce qu'ils mangent, là, tu sais, ça peut pas être à double insu, fait qu'en en partant, c'est comme, tu sais, il faudrait que tu prennes du monde, là, adultes, là, des populations là, que tu matches là, qui sont similaires, puis là, tu en fais un manger X, l'autre Y, puis tu les suis sur 20 ans. C'est sûr, ça n'arrivera pas. Là. Un, ça coûte une fortune. Deux, c'est ben trop long. Fait que, tu sais, les meilleures évidences qu'on a, c'est des études tu sais, qui vont faire un peu sur des données rétrospectives. Puis là, on regarde des cohortes de gens. Puis là, après ça, on va leur demander qu'est-ce que vous avez mangé, c'est quoi votre genre de diète. Et là, c'est sûr que le monde oublie, ils disent un peu n'importe quoi. Puis après ça, dans ces populations-là, ben, ceux qui sont plus health conscious mangent mieux. Fait que là, tu te dis, ben, OK, ces gens-là, même si on essaye de contrôler pour toutes les variables, mais là, au final, tu sais, si tu, parce que tu compares-tu une population qui met de l'avant plus sa santé versus un qui en met moins de l'avant, c'est hyper tough de tirer des preuves là-dedans. Fait que c'est pour ça que c'est toujours un sujet de débat. Puis ce qui me gosse là-dedans, c'est que comme il n'y a pas d'évidence claire, c'est comme si n'importe qui pouvait s'improviser comme un expert. Exactement. L'ère du moi-je. Moi, j'ai fait ça, ça a fonctionné pour moi, donc ça va fonctionner pour toi. Et ça, écoute, moi j'appelle ça la logique de banane, là. N'importe quoi qui est jaune va être une banane. C'est de la logique de banane, puis c'est de la causalité qui n'est pas. C'est ça que ça crée, fait que ça crée des petites sectes puis des gourous, alors que puis beaucoup de déceptions chez des gens qui vont essayer des démarches comme ça. Puis en bout de ligne, ce qui va avoir fonctionné, c'est que je vais avoir été plus consciente de mon alimentation, je vais avoir Exact. maintenu le cap sur des nouvelles habitudes, quelles qu'elles soient, hein. J'ai juste maintenu le cap. Et puis finalement, ben, je vais peut-être avoir intégré de l'activité physique un peu plus, je vais peut-être avoir joué sur mon sommeil, puis ça fait boule de neige, c'est un effet domino de juste prendre soin de soi et de sa santé, d'avoir une conscience de ce qu'on met dans notre corps au quotidien. Et puis ça, moi, je l'ai vécu parce que les tendances alimentaires, ça l'atteint les sportifs aussi, ça l'atteint les équipes, là. C'est les pires moutons. Une Ah, équipe de hockey, c'est les pires moutons sur la planète, là. Tu sais, quand on dit changement d'habitude, puis d'influence, c'est toujours l'impact de many, là, tu sais, le groupe, l'influence du groupe, là. Après ça, ben, c'est ceux qui gagnent, hein, ceux qui ont des médailles, ceux qui sont les champions qui vont avoir une influence sur les tendances. Puis ceux qui sont près de nous. Fait que c'est ça qui arrive avec les réseaux sociaux. Là, on est sûr qu'on connaît la personne qui lève je sais pas combien de kilos, qui a un six-pack. On la connaît, on la voit 400 fois par jour, là. Ça devient notre amie, elle est proche. une bonne diète ou une diète équilibrée, ça représente quoi environ en termes de répartition des protéines, des graisses? C'est quoi, là, les glucides? On devrait avoir quoi comme ligne directrice là-dedans? Alors, l'assiette idéale, Ouais, ce qu'on regarde de nous ici, là, un peu, là. Donc, c'est souvent de s'assurer pour les journées quotidiennes d'avoir la moitié de l'assiette qui est remplie de légumes et de végétaux. Un quart qui va être des aliments sources de protéines, qu'elles soient animales ou
végétale, et un autre quart qui va être justement des aliments qui vont être source de glucides, donc des grains de toutes les sortes, et qui va fournir le plus de fibres possible. Et puis, on va ajouter à ça, ben, le reste, donc des produits laitiers ou des substituts de lait. Et puis, ben, veux pas, il va y avoir des sources de sucre simple aussi dans notre alimentation un petit peu, qu'on veut qu'il soit maximum 10% de notre apport quotidien en calories. Donc, c'est pour l'instant un peu le consensus qu'on a. Donc, quand on parle de macro, rarement on va aller au-delà de 50% de notre alimentation qui va provenir des glucides. Ça, c'est une erreur qu'on voyait beaucoup, beaucoup à l'époque où est-ce que justement les gens, aussitôt qu'ils faisaient un petit peu d'activité physique, on augmentait beaucoup drastiquement l'apport en glucides alors que c'était pas nécessairement justifié parce que on sait que la dépense énergétique à l'effort, elle est pas si grande que ça. Pour la plupart des gens, là. Fait Ouais. que souvent, moi, j'ai des parents qui arrivent: «Ah, ben là, mon jeune joue au hockey 3 fois par semaine». Puis je suis comme: «Thank God!» Parce qu'on marche pas pour aller à l'école. Ouais. Euh, il y a tellement peu d'activités physiques quotidiennes qui est fait qu'une chance qu'on a ces activités, les autres activités quotidiennes planifiées là, parce que la dépense énergétique quotidienne n'est pas tellement élevée souvent chez plusieurs jeunes. Donc, ça. Fait que ça, c'est probablement la répartition des macronutriments qui devrait être au quotidien. Fait que c'est sûr que le matin, on n'aura pas beaucoup de légumes. Fait qu'on veut s'assurer d'avoir souvent entre 20 et 30 grammes de protéines. Puis on essaie de répartir ce 30 grammes-là. Donc, c'est une règle assez facile à suivre pour avoir un apport entre 20 et 30 grammes de protéines. Donc, on va aller chercher des aliments protéinés. Et là, on sait que, mettons, la protéine de référence qu'on utilise, nous, souvent, c'est Ouais. l'œuf qui va fournir autour de 8 grammes de protéines. Donc, la quantité d'aliments va fournir une quantité X de protéines. Donc, souvent, c'est à ne pas confondre non plus, là. Puis, il ne faut pas négliger non plus les pertes à la cuisson quand on parle de plusieurs protéines également, les aliments sources de protéines. Fait que ça, c'est une chose. Puis c'est sûr que quand on va faire plus d'activité physique, ou il va y avoir une infection, ou dépendamment de ce qui peut se produire, qui va augmenter les besoins énergétiques du corps, ben à ce moment-là, on va aller soit vers un apport glucidique plus important, si on parle des sports Ouais. d'endurance particulièrement, ou un apport protéique plus important. Donc, on va jouer comme ça avec les macronutriments en fonction de notre objectif, mais la plupart, la grande majorité du temps, on va vouloir essayer de conserver une assiette qui ressemble à ça la plupart du temps. Donc, ça se peut qu'il y ait une journée où est-ce qu'on ait plus de glucides et une journée plus de protéines. L'idée, c'est qu'au bout de la semaine, au bout du mois, on ait un équilibre. Ouais. Donc, encore là, on ne veut pas tomber dans euh, trop de rigidité alimentaire, qui est quelque chose qu'on voit énormément. Et ça, c'est quelque chose que les réseaux sociaux viennent beaucoup, beaucoup nous rendre la vie très, très difficile, là, où est-ce qu'on recherche la perfection dans les macros, on recherche la perfection dans chacun des repas, on recherche la perfection dans la semaine, le fameux cheat day Ouais. que je déteste. Ah, on déteste tellement cette Mm. appellation-là. C'est épouvantable. Euh, Fait que ça, c'est une des choses qu'on veut essayer d'éliminer du discours alimentaire. Et pourtant, c'est extrêmement présent. C'est très Euh, populaire, en fait. Il y a The Rock, là, que c'est justement, c'est c'est Monsieur Cheat Day, là. Tu regardes ses Cheat Day, c'est comme un repas pour une semaine pour une famille, genre. Mais c'est de la compensation alimentaire souvent qu'on va provoquer à ce moment-là. Fait que les gens vont se retenir toute la semaine, puis là, la journée où est-ce que c'est permis. C'est sûr qu'il y a des études qui démontrent qu'on finalement, on mangera peut-être pas tant que ça cette journée-là, mais reste que
ça crée pas des comportements sains à moyen et long Ouais, terme, ça crée pas une belle relation avec la nourriture, ça va souvent, diaboliser des aliments. On parle d'aliments qui sont bons versus mauvais. C'est sûr qu'il y en a des choses qui sont pas bonnes pour la santé, là. Ça aussi, il faut le dire, là. Tu sais, autant qu'on a un petit peu de misère maintenant à parler d'un surpoids qui peut être dommageable pour la santé, on veut pas que les gens se pèsent à outrance, mais moi, je suis quand même pro, faut pas se mettre la tête dans le sable on non est plus d'accord. et laisser aller quelque chose qui peut être nocif pour notre santé. Donc, fait que ça, c'est au niveau des macronutriments. Puis c'est sûr qu'on va vouloir, comme je disais tantôt, intégrer des bons gras dans ça, intégrer des fibres alimentaires. Puis c'est sûr des aliments qui vont être des prébiotiques et des probiotiques pour notre fameux euh, jardin intérieur qui est le microbiote. Donc ça, encore là, c'est quelque chose dont on parle énormément. C'est la mode. Puis ça, ben, c'est des choses qui étaient quand même parlées beaucoup, beaucoup en Europe il y a quelques années, puis c'est arrivé chez nous. Puis c'est en fait juste logique Mhm. que l'impact que de l'intégrité de notre tube digestif a sur notre santé, parce que c'est les boyaux, c'est par là que tout passe, c'est par là que tout est absorbé. Donc, et on le voit quand on voyage puis on est Ouais. malade, ben, il y a un impact assez direct. Donc, c'est clair que si le microbiote n'est pas en santé, il n'y a pas une belle variété, c'est pas un beau jardin intérieur, l'extérieur sera pas beau. Mhm. Tu sais, souvent les gens ils posent des questions, c'est comment qu'on fait pour maintenir un microbiote en santé? J'imagine que ça passe par la variété. Il y a des types d'aliments aussi qui peuvent promouvoir un peu plus. Oui, absolument. C'est sûr que tout ce qui va être des fibres alimentaires vont amener des prébiotiques, donc la nourriture aux bonnes bactéries. Et c'est sûr que tout ce qui va être fermenté va aider justement au microbiote. Donc, on parle du fameux kimchi. C'est sûr qu'on va avoir le kombucha. On va avoir la choucroute. Donc, tout ce qui va être fermenté va aider au microbiote. Donc, c'est des aliments qu'on va retrouver. L'inuline est un prébiotique. Donc, ça, c'est des choses qu'on va voir dans l'alimentation, qu'on va voir promouvoir pour aider justement à la santé digestive. Puis, il y a des choses qui nuisent. Donc, c'est sûr, tout ce qui est ultra transformé va nuire à la santé digestive. Donc, ça, juste la santé digestive, c'est un sujet en Oui, soi effectivement. qui est fascinant. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, aujourd'hui, un peu le but, c'était de parler un petit peu de la base alimentaire, tu sais, une composition d'une bonne diète, remettre un peu les pendules à l'heure, tu sais, les principes de base, là. Puis je pense les prochaines fois, parce que c'est sûr qu'on va se reparler, là, ça va être, tu sais, je serais vraiment intéressé de faire un volet plus sur la nutrition sportive puis la performance, puis peut-être le splitter par type de sport, là, puis demande énergétique. Puis un autre sur tout l'aspect un peu plus microbiote aussi, là, qui pourrait être vraiment intéressant là, si t'es partante. Là. Oui, oui, absolument. C'est sûr que, tu sais, au niveau de la santé globale, on parle beaucoup de, bon, d'avoir des bonnes protéines alimentaires, de varier, d'avoir aussi des protéines Mhm. végétales, parce que ça aussi, au niveau de la satiété, toutes les protéines végétales légumineuses, c'est quelque chose qu'on veut aussi mettre de l'avant parce qu'on se rend compte que ça a un impact aussi sur le repas suivant. Tu sais, dans l'alimentation, on est toujours en pré, pendant, post, un petit peu alimentaire. Fait que c'est toujours regarder en amont qu'est-ce qu'on a fait qui a eu une influence sur ce qu'on a le goût de manger présentement. Fait que ça, c'est aussi beaucoup dans le questionnement alimentaire, puis quand on regarde l'alimentation d'une façon globale. Fait que ça, tu sais, quand on parlait des tendances et tout ça, puis ça me fait bien rire parce que maintenant, c'est plus juste de l'alimentation, de la nutrition, là. Il y a de la nutrition fonctionnelle, il y a holistique, cellulaire, micronutrition. Je m'excuse, tout ça, c'est l'alimentation, c'est ce qu'on fait comme Ouais. nutritionniste, là. Jamais un nutritionniste va pas prendre en considération l'aspect global de la santé puis de la vie de la personne. C'est ça, Ouais. holistique. Si j'ai une personne devant moi, je vais pas omettre le fait que son parent est décédé, qu'elle a eu un accident d'auto qui a donné des troubles au niveau de son dos, qui fait qu'il y a peut-être un impact au niveau digestif. C'est tout ça, l'alimentation. C'est ça qu'on fait comme nutritionniste. C'est pas nouveau. Fonctionnel, c'est sûr que je veux m'assurer que
que tout fonctionne bien, puis que les cellules, c'est sûr que je vais m'assurer que ce que tu manges, ça va continuer de nourrir tes cellules. La micronutrition, c'est sûr que je vais recommander aux gens qui ne consomment pas de poisson, pas de produits laitiers, de regarder pour prendre un supplément de vitamine D. On en parle beaucoup. Ça, c'est une des choses que la science a amené beaucoup, beaucoup. On parle d'ailleurs de trouver d'autres aliments qu'on pourrait supplémenter, justement parce qu'on se rend compte que la plupart de la population a une déficience en vitamine D. Donc ça, c'est une des choses à l'hiver Mm. qu'on fait la promotion quand même, puis particulièrement si j'ai des gens actifs. Donc, au niveau de la santé globale, ce sont les notions clés, vraiment, dans la variété, dans la régularité des repas, dans la variété des choix et de cuisiner soi-même ses Ouais. aliments autant que possible. Ça, c'est démontré également. Le plaisir, puis dans le fond, c'est aussi de donner un pouvoir à la personne. Montrer à cuisiner, c'est montrer à pêcher. Là. Quand on dit, tu sais, donne pas un poisson, montre à pêcher, c'est ce qu'on fait. Fait que les gens montrent à leurs enfants à cuisiner, c'est primordial. Que les gens apprennent à cuisiner, c'est primordial. Puis ça, c'est quelque chose qui s'était perdu beaucoup, beaucoup, qui revient. On a enlevé les cours d'économie familiale, on avait toutes les cuisines des écoles ont été enlevées. C'est un drame, ça. Donc, c'est aux parents de aussi apprendre à manipuler les aliments, savoir d'où viennent les aliments. Ça, c'est une chose aussi qui est importante, comprendre tout ça. Donc, c'est tout ça, la nutrition. Puis, c'est ça qui va faire qu'on va être performant dans notre quotidien. Donc, tu sais, autant dans la nutrition globale que dans la nutrition sportive. Les gens pensent à tort que les athlètes consomment, énormément de suppléments, deux, ont des recettes miracles, alors que j'ai travaillé avec suffisamment de champions du monde et de champions olympiques pour vous dire que souvent, ils ne prennent pas de suppléments, premièrement à cause des risques de dopage. Si on prend des suppléments, c'est les mêmes qui sont recommandés pour la santé ou suite à une déficience, une carence, et ou lorsqu'on est rendu à gagner des millisecondes, Ouais. des microsecondes, et là, oui, on est rendu là. Fait qu'on est parti de la voiture de pierre à feu, puis on est rendu à la Ferrari. Ouais. Mais il y a un continuum alimentaire où est-ce qu'on doit commencer par la base, l'assiette au quotidien. Puis c'est ça que les gens voudraient. Donc, que ce soit sexy, puis compliqué pour penser que ça fonctionne, alors que c'est pas ça. Ben, Fait que c'est vraiment de rendre ça le plus simple possible, le plus facile pour les gens. Fait que d'amener une petite habitude facile qu'on va aimer, c'est souvent ce qui va être le gage de succès. Fait que si c'est de juste ajouter un légume de plus par jour, choisir on passer du pain blanc à un pain qui est plus riche en fibres ou choisir un autre grain plutôt qu'une pâte blanche. Des petites étapes comme ça au quotidien où on fait des ajouts pour délaisser des habitudes, changer des choses, et c'est ça qui ouais. fonctionne. Fait que c'est sûr qu'on doit standardiser avant d'optimiser. Exact. Puis c'est souvent ce qui est juste skippé par les gens. Tu sais, on oublie de passer par la base avant d'aller dans le fine-tuning. On veut la vitamine et non la nutrition, la base. Si je fais le même parallèle, tu sais, comme des sports tu sais, comme où je fais du triathlon, là, tu sais, c'est comme ceux que je vois sur un bicycle à 18 000 mais ils ont oublié de s'entraîner, tu sais. Ça sert à rien, là. Tu sais, je veux dire, entraîne-toi régulièrement, puis quand ça sert à rien de voir un FTP qui a de l'allure, peut-être que tu vas bénéficier des gains aéros de ton bicycle à 18 000 mais tu sais, c'est comme l'investissement n'est pas à bonne place, là. Ah, ben c'est sûr, là, tu sais, des vélos qui valent extrêmement cher, puis la personne veut prendre des suppléments, etc., puis ben, il y a un surplus de poids qui vient des repas bien Ça arrosés toute la fin de marche pas. semaine, parce qu'on n'a pas parlé d'alcool, Ouais, mais dans l'alimentation, tu sais, dans les macros, dans les glucides, c'est sûr que c'est un ouais, macro. Quand on parle d'alcool,
on doit le considérer, puis on doit le calculer dans l'apport énergétique. Puis c'est souvent un facteur quand même important de la Mhm. population. Donc ça, c'est une des choses aussi qu'on sait, qu'il faut périodiser Oui, exact. autant que possible. Puis on sait qu'il y a un impact particulièrement sur la récupération, etc., etc. là. Donc, c'est sûr que l'alcool reste un facteur important dans l'alimentation. Il y a, on en a parlé aussi, la prise de médicaments chez les enfants, chez les Mhm. jeunes. Tu parles de Zampic, mais on a tous les médicaments vivants, Ouais, etc., qui ont un impact important sur l'alimentation. Fait que ça, on le voit beaucoup avec les jeunes athlètes, les jeunes sportifs. Qu'est-ce qu'on fait là? Ils ont faim le matin, ils ont faim le soir, ils n'ont pas faim de la ouais, journée. C'est un enjeu. Fait que ça, c'est ouais, énorme. c'est un sujet Donc, vaste. c'est l'impact des suppléments avec les nutriments, avec les médicaments, ça, c'est un autre lien que souvent on a avec les pharmaciens, les médecins, parce que ça a un impact. Donc, c'est vraiment au centre de plusieurs choses. Il faut que les gens se méfient énormément des gourous qui vont proposer des choses parce que ça a fonctionné avec moi ou celui que j'aime tellement qui est Fred, là, qui a donc réussi à aider sa mère préménopausée. Là, c'est rendu la clientèle Mhm. cible, ma gang. On est ciblé. C'est tous des gars en 18-25 ans qui ont donc compris la recette pour toutes les femmes Ouais, préménopausées, mais qui n'ont pas là pantoute et qui ne connaissent rien là-dedans. Ça me traumatise. ouais. Ah, Et puis, et- c'est vraiment pour vendre, 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 ouais. vendre, vendre. Puis finalement, ben, les gens cherchent des solutions, puis c'est normal, mais il y en a des nutritionnistes, il y en a des nutritionnistes qualifiés, il y en a des médecins qui sont à l'écoute aussi. Donc, c'est d'aller trouver les bonnes ressources, les ressources qualifiées. Je pense que c'est aussi une des clés. Alors, ben, merci pour ton podcast parce que c'est de la très grande qualité de ce que j'ai écouté jusqu'à présent. Merci, on essaye. Puis c'est juste le début, tu sais, comme je te disais, là, on mettait la table en nutrition, mais j'ai tellement de questions pointues, mais ça, je pense qu'on va les garder pour une autre fois. Ça va nous faire un paquet de Parfait. podcasts à écouter. Mais c'est tellement intéressant, la nutrition, toute la science autour de ça. Puis c'est tellement vaste, ça touche tellement de systèmes que c'est un sujet sans fin, littéralement, là. Oui, ben, c'est ce que je dis, je ne manquerai jamais de Non. travail. Les gens ne cesseront pas de manger. Mais j'aimerais qu'ils cessent de croire tout et n'importe quoi. Ouais. Ça, ce serait un de mes souhaits. Mais reste que c'est la vie. Puis, tu sais, nous, on est quand même membre d'un ordre professionnel. Fait qu'on est quand même soumis à des règles. Puis, l'ordre est là pour protéger le public. Puis, souvent, les gens ne savent pas ce que ça implique. Puis, nous, on peut pas faire des témoignages. On peut pas faire des Non, non. avant-après. On peut pas mettre un client puis qui nous vante puis qui témoigne que notre service a donc été extraordinaire. Comment j'aurais changé la vie de milliers de personnes. Euh, ben, tant mieux. Puis en plus, moi, quand j'ai travaillé avec les athlètes, ben, on n'était pas des réseaux sociaux, fait que j'ai souvent pas de Ouais, photos. c'est vrai. Pas de photos. C'est vrai. J'ai zéro photo. Parce que, T'étais trop à l'avance, tu vois. ben oui, Ouais. mais absolument. Puis j'étais pas groupie pantoute, là, vraiment pas. Fait que c'est pas, hey, prendre photo avec moi, là, du tout. Je suis pas là pour, tu sais, mousser ma Ouais. carrière. Je suis là pour aider les athlètes. Donc, c'est sûr que c'est la différence entre justement quelqu'un qui va être sur les réseaux sociaux à toujours juste faire de la promotion puis vendre du rêve un petit peu parce que des fois, c'est ce qui est vendu. C'est souvent ce qui est vendu, puis c'est des raccourcis qui sont vendus, mais pas pour rien qu'on appelle ce podcast-là la longue sortie, hein, c'est que c'est un peu le principe derrière que les choses prennent du temps, il faut que tu les implémentes, il faut que tu sois constant, c'est pas quelque chose, tu sais, puis quand on parle de changement de comportement, ben tu sais, c'est pas, c'est comme le même parallèle, là, tu sais, même si tu te brosses les dents 8 fois par jour pendant une semaine, c'est pas ça qui va faire que tu n'auras pas de carie, là, tu sais, c'est vraiment le fait de le faire. Ou que tu es Ou que tu es dentiste. dentiste aussi, exactement. Tu as bien raison. Mais tu sais, c'est des habitudes que tu fais toujours, puis que tu essaies de faire le plus souvent possible sans trop virer fou non plus.
Mais ouais, tu sais, encore une fois, c'est pas sexy comme recommandation, mais c'est ça quand même qui marche, qui est démontré encore au long terme, qui a le plus d'impact. Mais ouais, je pense qu'on va avoir beaucoup de sujets de discussion. Puis j'ai bien hâte de parler aussi de performance puis de sport. Puis je pense que tu as un cours en ligne là, récemment qui est sorti justement sur la nutrition pour les gens par endurance. J'ai vu ça Oui, passer, là, c'est quoi? ben on a plusieurs choses. On a ceux qui voient, on a nos petits guides de nutrition qui sont presque tous écoulés. Et on a le pouvoir de la nutrition en triathlon. Donc là, on sait que c'est les gens attendent à la dernière minute pour nous consulter. Ouais, Alors, je demande aux gens de ne pas attendre 2 semaines avant votre triathlon, votre marathon, votre Ironman. Et c'est la même chose quand on disait avec les athlètes olympiques, c'est la même chose, là. Et pourtant, ça se prépare d'avance. On a besoin de temps pour faire une stratégie avec vous, pour faire des essais-erreurs. On travaille avec un être humain, des boyaux, des tissus, des journées qui sont ouais. différentes, des températures différentes. On travaille dans des environnements différents, avec des programmes d'entraînement différents. On a besoin que les gens nous consultent d'avance. C'est un peu la même chose avec les médecins. Oui, on va vous voir trop tard. Souvent, ouais. On est également dans la prévention. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le pouvoir de la nutrition en triathlon pour que les gens aient, puis on répète, je veux pas, et c'est qu'on est pris à la dernière minute pour voir les gens, souvent avant Tremblant, qui est un des premiers gros Ouais. événements. Et on manque de temps, on manque d'espace, d'horaire. Alors, on veut regrouper les gens pour passer à travers les notions de base qu'on parlait, assurer une constance. Puis, pour ceux qui sont plus avancés, ben, on a un niveau 2 pour justement aller un petit peu plus en détail dans la stratégie, dans le heure par heure, dans le quotidien, dans les petits ajouts à faire, dans les types de sucre, hein, la caféine, les petites choses qu'on va pouvoir jouer avec pour, oui, aider la personne à Ouais. performer. C'est correct de vouloir performer Ben aussi, oui, là. C'est correct de vouloir s'améliorer. C'est correct de vouloir avoir une meilleure composition corporelle absolument. aussi. Ce qu'on veut pas, c'est que ça nuise à la santé psychologique et Ouais. physiologique. Donc, peu importe quel est l'objectif. Donc, le pouvoir de la nutrition, c'est la semaine du 11 mars, puis plus tard aussi pour le niveau 2. Puis on va faire 2, 3 cohortes durant l'année, justement, parce que pas tout le monde qui a les triathlons en Ouais. même temps, mais c'est quand même une grosse partie de notre clientèle qui a des besoins importants. Donc, on a voulu répondre à ça avec ça. On a aussi des webinaires pour la course à pied qui sont disponibles sur le site. Puis les gens peuvent prendre rendez-vous avec nous via le vivibe.ca également ou avoir des conférences. On aime bien ça. Je vais faire des ateliers également. Donc, il y a plein de choses qu'on fait. Puis, on travaille aussi avec l'agroalimentaire aussi. Il faut que ça, je n'ai pas mentionné dans nos chapeaux. Mais il y a beaucoup de nutritionnistes qui travaillent avec l'agroalimentaire. Puis, non, on n'est pas vendu à l'agroalimentaire. On est en fait des chiens de garde avec l'agroalimentaire. C'est nous souvent qui va être là pour dire non, non, tu n'as pas le droit de dire ça, OK, là. ouais. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas mettre ça sur ton étiquette. Tu peux pas. Où on va aider justement les startups avec leurs nouveaux produits. Qu'est-ce ils peuvent mettre dedans? Qu'est-ce qu'on doit dire ou pas dire? Fait que ça, c'est aussi une autre partie du travail des nutritionnistes. C'est très multiple, la nutrition. Ouais. Fait que c'est le mois de la Ouais, nutrition au mois de c'est vrai. mars. Alors, on est là pour les gens. On invite les gens à nous appeler, nous écrire, poser des questions, nous trouver sur les réseaux sociaux. Ça nous fait toujours plaisir. Super. Ben, je te remercie vraiment beaucoup pour cette intro à la nutrition, au rôle et aux bases. Puis là, on va prendre ces bases-là puis on va bâtir vers quelque chose de plus pointu dans nos prochains podcasts. Parfait, Ah, j'ai bien hâte. On pourra sortir des papiers là, oui, c'est sûr. scientifiques aussi. Là, puis ça va All être le right. fun. Merci Merci, à Julien. toi. Bye. Bye. Le contenu fourni dans ce podcast est uniquement à des fins éducatives. Il n'est pas destiné à remplacer un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Consultez toujours votre médecin ou un professionnel de la santé qualifié pour toute question concernant une condition médicale. Ne négligez jamais un avis médical professionnel ou ne tardez pas à le rechercher en raison de quelque chose que vous avez entendu durant un épisode. Aucune relation médecin-patient n'est établie en écoutant ce podcast. Les informations, points de vue et opinions exprimés pendant les épisodes sont ceux des individus impliqués et ne reflètent pas nécessairement les lignes directrices en place.
Le contenu des épisodes ne doit être utilisé en aucune circonstance à des fins légales, y compris, mais sans s'y limiter, à l'établissement d'une norme de soins au sens légal ou comme base pour un témoignage d'expert. Aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude des déclarations ou d'opinions exprimées dans ce podcast. Tout le contenu du site web julienmd.com ainsi que le podcast est dédié à améliorer la qualité de vie des gens en fournissant du contenu scientifique, accessible et concret. Il est essentiel pour moi de fournir le tout sans dépendre de publicité ou placement de produits pour des raisons évidentes de conflit d'intérêts. Notre travail est entièrement possible grâce à nos membres. En retour, on leur offre du contenu exclusif et des avantages supplémentaires qui dépassent largement ce qui est disponible gratuitement. Pour nous supporter, allez au julienmd.com dans la section « Devenir membre » où vous trouverez aussi tous les avantages liés à l'adhésion. Vous pouvez me trouver sur Instagram et YouTube @JulienMartelMD.